Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous un peu particulier avec une artiste tout en contraste. Discrète et populaire, posée et volubile, réservée et extravertie, aussi crédible sur M6 dans Scène de ménage qu'au théâtre du Rond-Point. Et apparemment, très gourmande aussi. Ah, il y a du cochon ibérique, j'adore ça. Bah, peut-être avec un chou. Vous voulez pas la moitié d'un chou avec moi ? Si, bien sûr, moi je prends ce que vous voulez. On est vraiment dans une période de vie pour les femmes. Il y a vraiment la découverte d'énormes tabous, en fait, et d'un silence tellement pesant sur tellement de sujets, et notamment sur la ménopause. Mais je pense qu'il y a une honte des femmes à vieillir. Il y a une honte de plus faire partie du marché des jeunes femmes qu'on drague. Il y a une sorte d'effacement, comme si elles-mêmes, les femmes qu'on ne regarde plus de la même manière, s'effaçaient, disparaissaient. On voulait qu'on les oublie, quoi. C'est aussi face au miroir. Je pense que les femmes, en vieillissant, n'osent même plus se regarder. Tellement elles sont persuadées qu'en vieillissant, elles deviennent pas regardables. Elles se regardent même plus. Donc voilà, elles s'effacent, elles disparaissent. Parce que oui, aujourd'hui, en plus de parler, je vais partager un chou avec mon invité. J'ai la chance d'être attablée face à une comédienne talentueuse et une femme engagée. Mon déjeuner avec Valérie Carsanti est sur le point de commencer. Qu'est-ce qui fait que vous avez accepté d'oser parler de votre intimité ? Parce que c'est l'intimité, la ménopause. D'abord parce que j'aime les femmes. Que c'est déjà dans ma vie, dans mon ami, enfin les liens d'amitié que j'ai avec les femmes sont très importants dans ma vie, et que depuis quelques années, d'ailleurs, ça c'est le privilège d'avoir vieilli. En fait, je suis devenue féministe au fur et à mesure de ma vie. Au fur et à mesure des années. Moi aussi. Voilà. Et en fait, j'ai suivi, je pense, assez banalement, un mouvement général des femmes en France qui ont eu, tout d'un coup, quand j'étais enfant, le féminisme était assez mal vu. Enfin, quand on entendait parler d'une féministe, il y avait tout de suite derrière le côté un peu virago, emmerdeuse, gueularde, chiantissime. Allez, on est en train de nous servir. Oh là là, c'est joli. Passer à côté total, d'accord. Je découvre mon plat. Je ne sais pas du tout que c'était ça. Ça va aller très bien. Merci beaucoup. C'est drôle. Ça va aller. Ça vous va ou pas ? Mais oui, mais je pensais pas du tout ça. Ça m'arrive rarement. Je me suis complètement plantée. Mais mince, mais vous voulez qu'on échange ? Mais pas du tout, je vais me régaler. Je ne m'attendais pas à ça. Tout va bien. J'ai envie de prendre la parole pour parler des femmes, pour parler de moi et de dire, voilà, on peut parler de la ménopause, on n'a pas à avoir honte de parler de la ménopause. En tout cas, moi, j'ai pas honte d'en parler. Et j'ai envie d'en parler. Pourquoi vous avez envie d'en parler ? Parce que, justement, je me suis rendu compte que c'était un tabou total, même entre femmes. Mais le fait d'en parler, on rit, on dédramatise, on découvre des choses aussi, on s'entraide. Voilà, aussi sur des moments de vie, tout le monde n'a pas la même, c'est très différent. Il y a des femmes pour qui c'est très compliqué physiquement et moralement, des femmes pour qui c'est beaucoup plus facile. Il y a tous les choix dont on ne parle pas. Est-ce qu'on se fait aider naturellement ? Est-ce qu'on prend des hormones ? Tout ça c'est complètement tabou, alors qu'on est à la moitié de nos vies, en fait. Vous, comment vous l'avez vécu ? Comment ça se passe ? Les symptômes, c'était des symptômes vraiment classiques, c'est-à-dire des règles qui deviennent instables, enfin, qui sont plus régulières, alors que ça ne m'était jamais arrivé avant. J'avais des règles qui étaient très régulières. Et puis, je me réveillais la nuit, j'avais des bouffées de chaleur la journée, mais tout ça dans des proportions tout à fait vivables. Mais j'ai quand même vu mon gynéco très vite, qui était très étonné que j'ai déjà des symptômes par rapport à mon âge. J'avais 48 ans, je crois. À l'époque, je venais d'apprendre que mon père avait un cancer. Et il m'a dit, écoute, parfois, il arrive. Lors d'un choc ? Voilà, une grande peur ou une grande angoisse, c'est possible. Et donc voilà, et il m'a dit, et donc au vu des symptômes, il me dit, est-ce que tu penses que tu peux te passer de traitement ? Je dis oui. Et donc on a essayé la phytothérapie, donc c'est un traitement, je ne peux pas vous dire le nom du médicament parce que je ne le prends plus. Mais tout le monde sait qu'il y a différentes manières de soigner. Il y a l'allopathie, la phytothérapie, l'homéopathie. En tout cas,
j'ai eu un traitement qui m'a aidé, de phytothérapie, qui m'a aidé, que j'ai refilé à des copines et qui ont fonctionné aussi sur des copines, donc c'est pas des placebos, qui atténuent, disons, certains symptômes, comme ceux que j'avais. Voilà. Mais par exemple, j'ai jamais eu le moral à zéro. Il y a des femmes qui se retrouvent dans des états de dépression avec la ménopause. Voilà, ça peut être d'une violence, ça peut être un cataclysme. Donc là, franchement, je ne pense pas que la phytothérapie soit des traitements adaptés à ce type de symptômes. Puis je suis pas médecin surtout, donc chacun. Mais il faut savoir que ça existe, puis il faut l'essayer, puis voir si ça marche. Voilà. Après, j'étais irritable. Voilà, j'ai toujours été quelqu'un un petit peu de. Je veux pas dire fragile parce que c'est pas vrai, mais disons émotif, à fleur de peau par moment. Donc là, ça a été, oui, c'était assez fort. Ouais. C'était assez fort. Et puis après, ça s'est stabilisé au fur et à mesure. Et en fait, peut-être, je me disais, en venant sur mon vélo, je me dis, mais si ça se trouve, j'ai encore des symptômes peut-être, mais ils font partie de moi maintenant, je m'en rends même plus compte peut-être, en fait. Parce que ce truc m'a transformée, forcément. Valérie, vous avez quel âge aujourd'hui? Je ne le sais pas. J'ai 56 ans. 56 ans. Après, j'avais eu la chance d'avoir une mère avec qui je pouvais parler. Bon, elle n'était plus là, mais j'ai parlé beaucoup avec elle avant. Elle me disait, écoute, si tu tiens de moi, ce sera pas trop dur. Elle m'a dit, franchement, si tu tiens de moi, tu vas voir, ça va. C'est chiant, mais tu vas pas trop souffrir. Et j'ai eu de la chance, j'ai tenu d'elle. Donc, j'ai pas passé des périodes comme certaines amies pour qui ça a été vraiment très violent, physiquement et du coup moralement. Voilà, et elle m'avait fait faire une promesse que j'ai tenue, et c'est marrant parce que je l'ai remise en question il y a quelques mois. Elle m'avait dit, surtout, je t'en supplie, ne prends pas d'hormones. Ma mère était terrorisée par ça. Ça, c'est Vous avez tenu la promesse? C'est pas tellement que j'ai tenu une promesse, que ma mère m'a fait peur, en fait. Ouais. C'est plutôt oui, ça, elle m'a foutu les jetons. Ouais. Et oui, quand j'en ai parlé avec mon gynéco, il m'a dit, Valérie, étant donné les effets secondaires, enfin les symptômes qui ne sont pas insupportables, on peut essayer un traitement de phytothérapie, ce que j'ai fait, qui m'a quand même soulagée, qui a fonctionné et qui m'a aidée. Après, quelques années après, quand j'ai eu d'autres types de problèmes, parce que la ménopause, ça ne passe pas en quelques mois, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, mais si ça se trouve, j'ai fait une grosse connerie. Au moment où on est en préménopause, et en fonction des symptômes qu'on a, si j'avais eu des symptômes insupportables, j'aurais pas eu le choix. J'aurais pris ce traitement hormonal et je me dirais, oh putain, j'ai de la chance, tout va bien, tout est comme si j'avais pas eu une ménopause, en fait, parce que mes copines, c'est ce qu'elles me disent. Leur peau, leurs cheveux, tout. Moi, c'est pas ça que j'aurais vécu. Mais j'ai quand même regretté. À un moment, je me suis dit, putain, maman... Mais c'est comme ça. En même temps, moi, je suis assez fataliste. Je me dis, bon... je me suis dit, c'est comme ça. Alors, c'est que ça devait être comme ça, ma vie. En fait, ce qui était difficile à un moment donné, ça m'a fragilisée émotivement, en fait. Voilà. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui j'ai été une enfant, une adolescence, une jeune femme. Dans ma vie, au début, j'ai dû beaucoup batailler pour calmer mes émotions. J'étais envahie par mes émotions, j'étais submergée. Je ne contrôlais pas mes émotions. Donc, j'avais des difficultés par moments dans ma vie à... Ça veut dire vous pleuriez, ça veut dire quoi? Être envahi par ces émotions? J'avais très peur, j'étais quelqu'un qui avait peur de beaucoup de choses, j'avais des phobies, j'avais des... Voilà, il a fallu vraiment que je fasse un travail pour gagner de la confiance en moi, m'apaiser et apaiser mes émotions. Et aussi trouver un filtre entre l'extérieur et moi pour arriver à retraiter justement des informations, des agressions, entre guillemets, que des gens peuvent gérer relativement bien et que je n'arrivais absolument pas à gérer. Voilà. Donc tout ça, ça m'a pris du temps et j'y suis arrivée. Et donc, au moment de la ménopause, tout à coup, il y avait émotionnellement des choses qui se passaient. J'étais beaucoup moins forte. J'avais toutes les défenses que j'avais réussi à trouver, à apaiser, etc. Là, il se passait des choses émotionnellement que j'arrivais plus à maîtriser, quoi.
Et ça, d'abord, ça me rappelait des vieux souvenirs. Je connaissais très bien ça. Pas du tout envie de le revivre. Et puis, il y a un chagrin. Je sais pas comment vous dire. Il y a un chagrin qui n'est pas lié du tout pour moi au fait d'être ménopausée, parce que j'avais fait mes enfants, je n'avais pas envie d'avoir d'autres enfants, je n'avais pas d'appréhension par rapport à la ménopause. Je m'attendais à ce qu'elle arrive et voilà. Mais c'est beau ce que vous dites, le chagrin. C'est un chagrin. Ah, c'est un chagrin, mais je pense que ce chagrin, il réunit plein de choses. Il réunit justement, enfin en tout cas pour moi, l'idée que les gens se font des femmes qui sont ménopausées. L'idée, tout ça, tout ce qu'il faut dépasser comme image qu'on a depuis qu'on est enfant sur les femmes ménopausées, quoi. Dépasser ça, arriver à aimer les femmes qui vieillissent, arriver à les écouter, arriver à avoir un regard tendre. Voilà, tout ça, il fallait que je me que je me calme et que je me dise, ok, donc ça m'arrive, maintenant ça m'arrive. Et en fait, c'est mon regard sur moi qui est important. C'est le mien. C'est moi qui dois changer de regard. Cette peur-là, c'est la mienne. Si je me regarde en m'aimant, voilà. Mais c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. C'est difficile à bien sûr que c'est difficile à faire. Parfois, les femmes racontent que lors de ce passage de transition de la ménopause, il y a aussi sexuellement, il y a des moments de libido qui sont un peu compliqués, c'est-à-dire il y a moins d'envie, moins de désir. Est-ce que vous avez aussi ressenti ça ? Ah oui, je l'ai vécu ça, vraiment. Ouais. Et alors c'est des phases, des moments de révolte, de chagrin intense, des moments où j'en ai plus rien à foutre, où je me dis je m'en fous. C'est pas grave, ça reviendra ou ça reviendra pas, et puis ça revient, et puis ça repart. Mais franchement, par exemple, c'est très compliqué parce que personne n'en parle, mais c'est pas seulement le problème de la ménopause, c'est le problème de l'usure. C'est-à-dire que quand on a la chance d'avoir un couple qui dure, on a aussi le problème qui dure. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que voilà. Donc, en tout cas, je ne me définis pas uniquement par ma sexualité. Ouais. Ça fait partie des choses importantes dans ma vie et dans mon couple, mais je ne me définis pas comme uniquement par Enfin, les moments vraiment de désert, je m'en fous en fait. Je ne vais pas en plus vous culpabiliser. Me culpabiliser et me dire ah là là, t'es vraiment... Non, voilà, c'est chiant, c'est comme ça. Alors, la sexualité, le plaisir, le désir, tout ça. Il y a quelques années, j'ai joué une pièce qui s'appelait Chambre froide. On était 3 comédiennes. Bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. C'était une pièce très féministe avant l'heure. Des femmes qui veulent se libérer, en gros. Et il se trouve que leurs maris sont enfermés dans une chambre froide en bas et que la porte est bloquée et que toute la pièce, elles se demandent si elles vont ouvrir la porte ou pas. En gros, est-ce qu'on refait nos vies ou pas ? On avait 40 piges à l'époque. Voilà, une femme de 40 ans. Qu'est-ce qu'on fait ? On les libère, ces 3 connards ou pas ? Voilà. Mais la pièce était profonde. On riait, mais c'était profond. Et franchement, c'était des vies de femmes qui étaient très caractéristiques et c'était puissant. Et avant de commencer à répéter la pièce, on a fait ce qu'on appelle un travail à la table. Et on a apporté plein de nourritures diverses et variées autour de ce sujet. Du couple, de la femme, du travail, de l'avortement, du fait d'avoir un enfant, pas d'enfant, patati patala. Et on a abordé la sexualité. Et en fait, un jour, je suis arrivée et je lui dis « Est-ce que vous savez qu'il n'y a aucune recherche médicale sur le plaisir féminin ? Ça n'existe pas. C'est-à-dire que si vous êtes un mec et que vous ne bandez pas, et que vous avez 60 piges, ou 70 piges, ou 80 piges, on va vous trouver je ne sais pas combien de remèdes pour arriver à bander quand même. Si vous êtes une jeune femme de 25 ans, et que vous avez, je ne sais pas quoi, vous êtes frigide, ou vous avez une vaginite, ou vous avez un problème quelconque qui vous empêche d'arriver à l'orgasme, il n'y a rien. Personne n'a jamais donné un rond pour faire une étude, pour travailler sur les problèmes que certaines femmes peuvent rencontrer de l'ordre du plaisir. Parce qu'on estime, j'imagine, que le plaisir féminin, on s'en tape. On n'en a rien à foutre. Donc on a fait des études sur comment faire en sorte que les femmes soient fertiles, parce que ça, c'est quand même la fonction principale de la femme, de faire des enfants, mais le reste, on s'en fout. Et bien la ménopause, c'est pareil. La ménopause, c'est pareil. On a soit un traitement hormonal et roule ma poule, soit effectivement de la phyto. Mais par rapport à certains symptômes,
on n'a pas grand-chose. Les médecins sont... Enfin, en tout cas, mon gynéco, qui est un super gynéco. Hein, et puis en plus, accoucheur, c'est lui qui a accouché mes filles. Enfin, je l'aime beaucoup, j'ai un lien avec lui. C'est un mec super. Mais il n'a pas su m'aider. C'est fou ça quand même. Il n'a pas su m'aider. Il y a quand même une errance médicale. Nous, on a voulu faire ce podcast à cause de ça aussi. Ah oui. À cause de cette errance qu'avaient les femmes, même quand elles allaient voir leur médecin ou leur gynéco. Parce que face à cette ménopause, souvent on est perdu. Moteur. Silence. Ça tourne. Action. Alors vous jouez actuellement dans une pièce qui a l'air totalement délirante. Oui. Elle s'appelle La femme n'existe plus. C'est une pièce plutôt, on va dire, féministe. On peut dire, on emploie ce mot vraiment. Ouais. Ah oui, non, c'est une pièce totalement féministe. C'est une pièce, une histoire qui se passe. C'est une pièce dystopique, donc qui pourrait se passer, imaginons, dans 2 ou 3 ans, avec un gouvernement qui a été élu démocratiquement et qui est un genre de gouvernement qui serait un retour aux fondamentaux où les femmes auraient perdu à peu près tous leurs droits. Et là, il y a dans les égouts cachés 3 femmes militantes, féministes, qui veulent passer à l'action et se libérer du joug patriarcal. Et on est à la fois dans de la comédie, parce qu'on ne se prend pas au sérieux, mais en même temps, on parle de choses qui pourraient arriver, qui sont déjà arrivées, et qui arrivent. J'arrive, souterraine mais souveraine, j'écoute. Et alors pourquoi cette pièce résonne-t-elle aussi fort en vous ? Parce qu'elle aborde tous les thèmes qui m'intéressent en tant que féministe. Tout. Vous ne pouvez pas savoir ma joie quand l'IVG est passé dans la Constitution. Oui, si j'imagine. Voilà. En fait, chaque femme, et pourtant, je pense que chaque femme a, de toute façon, à mener un combat pour être libre. Alors peut-être que les hommes pourraient dire la même chose. Peut-être. Mais en tout cas, les femmes, c'est sûr. Et il y a toujours un moment dans la vie d'une femme où elle est ramenée à une condition qui est une condition qui ne devrait pas être la sienne. Une condition où elle est dominée, où elle est... on lui demande de se taire. Ou de cacher ce qu'elle est. Oh, ils ont arrêté Virginie Despentes alors qu'elle tentait de fuir en Irlande sur son canoë. Oh. Laissez-moi vous rejoindre. Je vous en prie. Moi aussi, je veux résister. Je n'ai pas collaboré. Hein. J'aurais pu fuir, moi aussi. Comme toutes ces actrices qui ont accepté d'être rachetées par le Qatar. Dans votre pièce, Oui. Yann Moix est Premier ministre. Oui. Un rêve, hein. Tout un programme. Et vous nous rappelez bien sa saillie sur les femmes de 50 ans. Oui, bien sûr. Bien comme il faut. Alors, qu'est-ce que vous en auriez pensé à l'époque ? Donc, rien, c'est tellement pathétique. Enfin, puis on s'en fout surtout de ce qu'il pense, Yann Moix. Enfin, moi, je m'en fous, mais complètement. En tout cas, c'est quand même drôle de l'avoir mis en Premier ministre. On l'a mis en Premier ministre, on a mis Houellebecq en ministre de la Voilà. Culture, on parle de Darmanin, on parle... En fait, c'est en ça que les 2 auteurs sont assez merveilleux, c'est que c'est dystopique. C'est-à-dire, c'est pas notre vie aujourd'hui, mais ça pourrait l'être. On imagine que dans 2-3 ans, notre vie pourrait ressembler à ça. Comme l'a annoncé notre bien-aimé Premier ministre, Yann Moix, ça fait une annonce. toutes les femmes de plus de 40 ans vont être réévaluées pour savoir si elles sont encore utiles. Et même les mères. Même les mères. La dernière étape du grand retour aux fondamentaux sera célébrée dimanche lors de la journée de l'homme. On y sera. Et ce dimanche, notre cher gouvernement du Graphe offre gracieusement le droit à nos dames de sortir de leur douce cuisine pour venir admirer, en toute retenue, l'intelligence des hommes de la nation devant le grand écran de la place Olivier Duhamel. Si vous voulez, c'est comme si on mettait une loupe. Parce que quand je dis que j'ai mis du temps à avoir une conscience féministe, c'est vrai. Parce que quand on vit dans un milieu, qu'on est élevé dans un milieu où le patriarcat règne, une société, en fait, on ne remet pas en question. Il faut du temps pour remettre les choses en question. C'est une manière de se positionner, de regarder ce qui nous a paru normal comme étant peut-être pas normal. Ah oui, tout à fait. Et c'est une manière de se positionner, c'est un autre regard. C'est un autre angle. La pièce
en étant dans la comédie et en imaginant une dystopie un petit peu où on pousse un peu le trait, en réalité, en faisant ça, nous apparaît plus clairement ce qu'on vit et ce qu'on subit toujours aujourd'hui. Pupus, c'est toi qui as rangé mes chaussettes? À quelques heures du réveillon, elle lui tend une chemise mal repassée, il la cogne à coups de Bible. Toutes des mal baisées. Oui, par vous. Voilà, c'est tout. Oh là C'est là, on une a manière, vraiment envie d'y aller. Hein. Bah oui, faut venir. Vous reprenez quand? Bah là, pas avant janvier 2025. On sera en tournée. Ouais. Bah oui. Et vous aimez les tournées? Alors oui, j'aime bien les tournées parce que ce qui est marrant, c'est qu'on oublie tout. Vraiment, j'adorais ça. Pendant les premières années où j'ai eu mes filles, je partais plus en tournée parce que je voulais être avec eux. Et puis à un moment donné, ils ont un peu grandi. Puis comme ils ont un père qui est très efficace, qui est un vrai père, je pouvais partir. Et je me suis dit, bon, allez, je retourne. Oh putain, qu'est-ce que c'était bon. Oh, je montais dans le train, je me disais, putain, j'ai pas à faire les courses, j'ai pas à me demander ce qu'ils vont manger, j'ai plus les rendez-vous chez le dentiste, le sac de piscine, c'est derrière. Oh, j'étais tellement heureuse de pouvoir partir, j'en pouvais plus. Vous dites d'ailleurs, comme vous parlez de votre mari, que la chose dont vous êtes la plus fière, c'est justement votre couple. Ah bon, j'ai dit ça? Ouais. Bah c'est super, je me souvenais pas, mais parce que c'est un combat, hein, c'est pas une baguette magique, hein. Mais en tout cas, non. Ce dont je suis fière, c'est qu'à certains moments, on a traversé des choses qui étaient coriaces et qu'on a tenu. Ça, c'est vrai. Voilà. Ça, je suis fière de ça. On a tenu. On a été costaud. Je me permets de vous demander ce que c'était. Les épreuves que vivent plein de gens, mais on a eu un de nos fils qui était franchement pas fastoche, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a été vraiment compliqué, qui va très bien aujourd'hui, sinon j'en parlerai pas, mais faut tenir, quoi. Faut tenir, parce que là c'est plus facile. C'est comme quand on fait des travaux dans une maison, c'est très facile de se séparer quand on fait des travaux. J'ai pas beaucoup de conseils à donner sur la ménopause, mais ne faites pas de travaux. Si vous aimez votre conjoint, ne faites pas de travaux dans la maison. Voilà. Et s'il faut nous donner des conseils sur la ménopause aussi. Il faut s'aimer, moi c'est la seule chose que je peux dire. Allons voir si la rose, que c'est déjà la ménopause. Et c'est le moment rose où lui décide une pause. Il dit qu'il étouffe, qu'elle fait plus envie. Il dit qu'il étouffe, qu'elle fait plus envie. Un jour il étouffe, un jour il oxy. Je suis en train de saucer mon pain. Mais oui, il faut le plat, n'importe quoi. C'est une catastrophe. Non, faut le faire, ça. Non, mais vraiment. Est-ce que vous avez parlé, puisque votre mari a l'air quand même d'être assez incroyable, est-ce que vous avez partagé avec lui justement tous ces symptômes de ménopause, ce mal-être que vous avez ressenti, cette fragilité, pas ce mal-être, cette fragilité que vous avez ressentie à ce moment-là? Comme il est assez sensible, il y a des choses que j'ai verbalisées, des choses qu'il a vécues avec moi. Enfin, je veux dire, on l'a partagé, on l'a traversé, oui, vécu ensemble. Après, il y a plein de choses que je prends sur moi, comme toutes les femmes, mais je ne le réalise même pas. Hein. C'est-à-dire, évidemment, qu'il y a plein de choses que j'ai pas verbalisées. Il y a plein de choses que je garde pour moi. Mais parce que aussi, dans le couple, l'idée, c'est d'être aimé tel qu'on est et d'être soutenu dans les moments compliqués, d'être choisi de nouveau, même dans les moments où on brille pas, les moments où on est merdique ou les moments où on souffre. Mais il y a plein de choses qu'on vit seul, même dans un couple. Et il y a des choses que j'avais envie de vivre seule. J'avais pas envie de... Qu'est-ce que vous aviez envie de vivre seul, Je me souviens pas exactement, mais il y a des choses, il fallait que je les traverse moi et j'avais pas envie d'avoir un grain de sel... Qui viennent se mêler à vos Non, c'est des trucs qu'il faut... Enfin, c'est ma manière à moi de le vivre. Des choses que j'avais envie de traverser toute seule. Mais je n'ai pas senti son regard... c'est ça le plus important, en fait. J'ai pas senti son regard changer. Je l'ai pas senti excédé par mes sautes d'humeur. Ou il m'a jamais renvoyé dans mes corps en me disant « Bon, tu m'emmerdes » ou « T'es chiante » ou... Non. Moi, de temps en temps, je dis « Bon, je sais que tu es chiante. » Il me disait « Oui. » Voilà, c'est pas la même chose. Bien sûr. Je savais bien que j'étais chiante. Que c'était difficile pour lui aussi.
Tout à l'heure, j'ai changé de sujet, mais on parlait de vos fils. Et alors justement, est-ce que quand on a une femme comme vous, quand même, comme vous le dites, engagée, alerte, très à l'écoute... Ils en ont marre, parfois. Ah ben alors, moi, ils en ont ras-le-bol. Justement, est-ce que comment vous leur parlez? Est-ce que la ménopause, la liberté des femmes, l'IVG, tout ça, c'est des alors, sujets... Alors la ménopause, non, je crois pas que je l'ai abordé avec eux. C'est vrai, tiens. Non, je l'ai pas abordé. Ils sont jeunes, 21 ans et 18 ans. Le sujet n'est pas arrivé. C'est pas que j'ai pas voulu, mais non, j'en ai pas parlé avec eux. Le reste, ah oui. Alors là, surtout qu'en plus, ils n'ont pas la chance d'avoir une sœur. Parce que l'avantage des garçons qui ont une sœur, c'est qu'il y a plein de choses qu'ils comprennent sans même qu'on leur explique. Ouais. C'est-à-dire, ils comprennent plein de choses. Ils comprennent les règles, ils comprennent le corps le corps d'une femme, comment ça évolue. Ils comprennent plein de choses. Voilà, parce qu'ils le vivent. Eux, malheureusement, ils n'ont pas de sœur. Donc, mais je parle évidemment beaucoup de... d'abord, ils sont d'une génération où les filles revendiquent beaucoup de choses. Elles se positionnent, donc voilà. Parfois, c'est assez brutal, parce que parfois, c'est injuste. Mais c'est comme ça. Je dis, voilà. Le plus jeune, c'est lui qui en a marre parfois. Il m'entend écouter mes podcasts féministes, il me voit me mettre en rogne. Mais par exemple, le spectacle, ils ont adoré tous les deux. Ils ont beaucoup ri. Et pourtant, il y a des passages vraiment impudiques de ma part. Il y a un moment notamment où j'incarne un clitoris. Mon fils dans la voiture me dit « Maman, quand même, là... » Je dis « Là, quoi ?» Le moment, là. Je dis « Quel moment ?» Il est un peu... Vous l'avez embêté un peu. Mais je leur parle toujours de liberté et de petits grains de folie aussi. Justement, pas s'invisibiliser parce qu'on est une femme, pas être toujours sage, pas être toujours polie, pas... Je l'ai été tellement ça. Et alors, ça fait quoi d'incarner un clitoris ? Ça m'a beaucoup amusée. Quand elle m'a passé J'aimerais bien le texte, quand même le savoir. Ah ouais, quand elle m'a passé le texte, Céline, j'ai fait oh. Parfois, je suis cachée. Je suis tellement sensible. C'était tellement impudique, fallait que j'y aille, quoi. Et le moment où j'ai trouvé, mais c'était tellement jouissif, c'est le cas de le dire. tellement jubilatoire. De toute façon, dès qu'on transgresse et qu'on le fait en ayant du plaisir à le faire, c'est transgressif pour tout le monde. En fait, c'est communicatif. Dans ma série Scène de ménage, où j'ai un personnage très libre, très très folle, très drôle. En fait, là, très attachante, je dirais aussi. Ouais, tant mieux. Ouais. Je l'adore aussi. Moi, elle me fait beaucoup de bien. Et là, on aborde la ménopause. Et on y va. Ah oui ? Ah oui. Ça alors, mais j'ai pas vu. Moi, j'ai quand même avec mes filles qui sont très fans. On est en train de tourner là. Oui. Ah génial, mais c'est important. On a démarré la nouvelle saison et c'est une demande que je leur ai faite en disant est-ce qu'on peut aborder ça ? Et là, vous l'abordez comment ? Depuis toutes ces années, on travaille sur l'écriture. Donc, en travaillant sur l'écriture et en choisissant des textes et pas d'autres, on dirige l'écriture des auteurs vers un style d'humour qui est particulier à chaque couple. Chaque couple a un humour particulier. Et ensuite, on aborde des sujets. Et le principe des séries, et c'est ça qui fait que les gens sont tellement attachés aux séries, c'est que le temps passe. Et que donc, nos personnages, ils traversent des choses que les vraies personnes, les vraies femmes et les vrais hommes de la vie, de leur âge, traversent. Et puis nous aussi. Moi, j'ai envie, il y a 6 ans, j'aurais pas eu envie de parler de la ménopause. Mais aujourd'hui, pourquoi j'en ai envie ? Il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui, oui. On rit beaucoup, en fait. Alors, je me souviens pas de tout, moi, parce qu'on en tourne beaucoup. Donc, on peut l'aborder de manière très, très rigolote, très joyeuse, comme elle a une bouffée de chaleur dans le lit et il met un ventilateur et tout s'envole parce qu'en fait, lui, il est glacé, mais elle crève de chaud, elle est à poil dans son lit. Donc, juste sur un symptôme, par exemple, de bouffée de chaleur. Mais on l'aborde aussi sur les sautes d'humeur, on l'aborde sur les règles qui n'existent plus. Qu'est-ce qu'on fait des tampons ? Hier, je le tamponnais avec des tampons parce que je recyclais mes tampons pour en faire des petites serviettes pour tamponner. Enfin, on essaie d'en parler, en fait.
d'aborder justement ces sujets qui sont très tabous. En plus, Liliane a toujours été très élégante. Moi, j'ai toujours refusé de dire des grossièretés, j'ai toujours remplacé merde par crotte. Ça m'amuse beaucoup parce que c'est un style et je trouve ça vachement... Et je trouve que justement que ce soit à travers ce personnage qu'on aborde des choses un peu crues, dont normalement on ne doit pas parler, très féminine dont on ne doit pas parler, comme en plus elle est ultra féminine, elle est marrante parce que c'est vrai, pour moi c'est vraiment une femme française, dans le sens où elle a un petit côté un peu cucu, elle a un petit côté un peu bourgeasse, un peu voilà, et en même temps elle est folle dans sa tête, c'est-à-dire qu'elle est très libre. Même sexuellement, hein, tous les jeux qu'ils ont faits, elle a essayé d'organiser quand même des partouches chez elle, enfin elle est totalement givrée quoi. Donc libre. Et 2000. Oh, insulte-moi, José. Insulte-moi, ça m'excite. Allez, vas-y, traite-moi. Je sais pas, moi. Moi, j'ai une vis, dans le business du pot de vin. Ça, c'est beau. Et attention, que je te vois pas faire copain avec eux, on s'entend les poubelles. Oui. Et moi, je l'aime beaucoup, elle me fait un bien fou, franchement. Donc oui, là, sur la saison donc, qu'on tourne maintenant, donc, qui va démarrer en septembre 2024, on aborde le sujet de la ménopause. Je vais revenir à une chose qui est beaucoup plus bateau, mais qui nous intéresse aussi, c'est votre taille de guêpe. Oh, ça, c'est ma mère. Excusez-nous. Non, mais c'est comme ma tête, c'est mes parents. Moi, j'ai toujours fait du sport parce que je suis hyper active et que j'ai besoin de me défouler. Mais je ne suis pas marathonienne. Pendant des années, quand j'ai eu mes fils, je branlais plus rien. J'étais tellement crevée. Déjà, travailler et s'occuper de petits, faut y aller. Donc. Mais non, mais c'est mon métabolisme. Vous faites du vélo quand même? Ah oui, je fais du vélo, je fais une barre au sol parce que j'adore ça. Et ça me fait autant de bien à la tête qu'au corps. Vous faites où la barre au sol? Chez moi. Chez vous? Ok. J'ai travaillé, j'ai fait des cours à droite à gauche de yoga, de barre au sol, etc. Mais maintenant, j'ai un petit protocole à moi où je sais que je me fais pas mal. Et votre alimentation, parce que c'est en général très important pendant la ménopause, l'alimentation. J'adore manger. Ouais. La chance que j'ai, c'est que je n'aime pas le sucre. Quelle chance! Ouais, mais j'adore le vin. Donc, de toute façon, il y a du sucre dedans. Donc, il n'y a pas un jour quasiment où je ne bois pas. Au moins un verre. Donc, je mange du sucre. Mais j'aime pas le sucre. Et sinon, j'aime tout. Vous voulez un dessert? Je crois pas. Je vais bien un café, s'il vous plaît. Après, je vais pas vous mentir, c'est pas facile de vieillir. Hein. C'est difficile, hein, franchement. En fait, ce que je dis toujours, ce qui est difficile, en fait, c'est de bien vieillir. C'est ça qui est dur. Je parle pas physiquement, hein. Je parle dans la tête, quoi. C'est-à-dire continuer d'avoir des envies, continuer d'avoir envie d'avoir des projets, continuer de voir la vie comme quelque chose qui se déroule avec des surprises encore, des choses nouvelles qui peuvent arriver. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pas comme quelque chose qui est en train de se terminer. J'adore vivre. Je trouve ça extraordinaire de vivre. Ah ouais. C'est vrai, hein? Je trouve ça dingue. Je vous remercie beaucoup, Valérie. De rien. De nous avoir parlé aussi généreusement, de manière si libre, de tout. Merci. Merci à vous. C'est très gentil. Chouette. Allez, après ce bon déjeuner, on y va. Ouais, je pense qu'on n'a rien oublié. J'ai eu mes lunettes, mon portable, ma vie, ma tête. Allez, hop, allez, tous ensemble, on y va. Alors... Oh, ces portes. Vous voyez, quand on sera vieille, comment on va faire? Comment on fait ces portes? Attendez, c'est très lourd. Voilà. Je suis toujours une petite vieille, moi, quand j'ai des portes. C'est vrai. Je pourrais plus venir bouffer là quand j'aurai 80 piges, alors. Moi, je pense que ou alors accompagnée par un jeune homme. Ok. D'accord, bah oui. Coquine, hein. Bah, c'était bien sympathique. Bon, et alors, il est où votre vélo? Ah, mon vélo, il est rue des Archives, je crois. D'accord. Vous avez votre petit casque, vous avez tout. Ah oui, Vous faites attention à vous. Oui, j'essaye. Je vous embrasse. Salut. Merci beaucoup pour ce bon moment. Merci Elsa. À bientôt. Merci, au revoir. Féminisme, hormones, vieillissement, théâtre, émotion, désir. On est parti loin avec Valérie. Et c'est ça qui est bien. Je repense à ce qu'on s'est dit sur le chagrin, sur la libido qui s'en va et qui revient. Et si tout cela, au final, n'était qu'une question de regard? Bien sûr, celui de la société qui a trop fait rimer ménopausée avec périmée. Mais surtout, notre regard. Celui souvent impitoyable que l'on a sur nous-mêmes.
Pour faire le lien entre peine et désir et pour faire le tri entre idées toutes faites et vérité, schémas sociétaux et réalités physiologiques, je suis retournée revoir notre sage-femme sexologue préférée, Véronique Simoneau. La ménopause, c'est finalement, je trouve, très peu différent de l'entrée dans la sexualité. C'est-à-dire que quand on regarde les études qui se centrent que sur la ménopause, périménopause, post-ménopause, là, aux alentours de 45 à 65, on nous promet le mal. On va avoir mal, on ne va plus avoir d'orgasme, on ne va pas lubrifier, on va pas avoir envie. Alors ceci dit, si on a mal, on n'a plus envie, hein, ça faut être cohérent un minimum. Mais alors que si on prend des études beaucoup plus générales qui parlent de la sexualité depuis l'entrée dans la sexualité, on se rend compte que les douleurs au rapport, par exemple, les dyspareunies, il y a un taux très très similaire entre la tranche d'âge 49-60 et 18-24. C'est très très similaire. Donc finalement, si on regarde la sexualité générale, il n'y a pas une grosse différence. Si on met la cible sur la ménopause, on va avoir l'impression qu'il n'y a plus rien qui va. Mais en fait, pas tant que ça. Pas tant que ça. Finalement, la périménopause est le moment le plus peut-être désagréable, entre guillemets. Les études montrent que finalement, il y a le plus de douleurs effectivement vers 50, 55, jusqu'à 60 ans. Et qu'après 60 ans, ça va beaucoup mieux. Il y a beaucoup moins de troubles du désir, beaucoup moins de troubles de la lubrification, beaucoup moins d'anorgasmie après 60 ans. Comme si les femmes trouvaient leur rythme, ne luttaient plus contre leurs hormones là, et retrouvaient une sexualité épanouissante. Donc la lubrification à la ménopause, elle est toujours là, parce que ça n'a rien à voir avec la sécheresse vaginale, il y a beaucoup de confusion entre les deux, mais c'est pas du tout le même mécanisme. C'est quoi la différence entre les deux ? La sécheresse vaginale, c'est lié au fonctionnement vaginal habituel. Le vagin, c'est comme l'intérieur de la bouche, c'est plutôt humide en permanence. Il y a le système, notamment les glandes de Bartholin, glandes vestibulaires majeures, qui participent à la lubrification, un petit peu un truc huileux, qui va permettre une souplesse. Il va y avoir, lié à nos hormones, les parois du vagin, le col de l'utérus, qui vont être dans une sécrétion aussi un petit peu permanente. Et la sécheresse va aussi, en tout cas la lubrification vulvaire, va dépendre de comment on se lave, comment on s'habille, les pantalons serrés, pas serrés. Avec la ménopause, il peut y avoir une baisse, parce que effectivement, ça dépend de nos hormones, ça. Alors, le moyen, ça va être de prendre peut-être des savons plus hydratants, d'hydrater sa vulve comme on hydrate son visage, avec de l'huile, par exemple, qui sont tout à fait adaptées. Les huiles végétales seraient tout à fait adaptées, par exemple. Donc ça, c'est lié effectivement à notre peau, comme effectivement, avec la vieillesse, notre peau s'assèche plus facilement. Alors que la lubrification vaginale, c'est le reflet de notre excitation sexuelle, et c'est le même mécanisme que l'érection chez l'homme. Donc, la lubrification vaginale, ça vient d'une source d'excitation sexuelle qui va faire que, au niveau de la vulve et du vagin, les vaisseaux sanguins vont se gonfler, comme chez le pénis, et vont finir par rencontrer les muscles du périnée, qui vont exercer, eux, une pression sur ces vaisseaux sanguins, et finalement, les vaisseaux sanguins vont perler, comme une éponge un peu sur laquelle on va appuyer, ça va perler, voilà, ça va buller. Et donc, ce mécanisme est vraiment lié au rapport sexuel et à l'excitation sexuelle. Donc, pas lié directement à nos hormones. Nous, on n'a peut-être pas de Viagra, mais on a de la suite dans les idées. Et le super pouvoir de remettre les choses en perspective. Il y a des visions dans lesquelles on va arrêter de s'enterrer. Petit à petit, la société change et nous rappelle une chose fondamentale. La beauté n'a pas d'âge, le plaisir non plus. Il varie, il fluctue, il évolue, mais surtout, il nous appartient. Merci à Véronique Simoneau de déconstruire les vieux mythes et de faire sauter les tabous. Merci à Valérie Carcenti pour son engagement, sa sincérité, sa simplicité. Sa savoureuse pièce « La femme n'existe plus » sera en tournée en province à partir de janvier 2025. Merci au restaurant Le Derrière d'avoir accueilli nos confidences. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!
Merci à Sophie Drumin qui a réalisé, écrit et monté cet épisode, à Alban Claudin qui l'a mis en musique et à Étienne Gratianette qui l'a mixé.